Le secteur de l'hôtellerie en Guinée connaît un essor ces dernières années. Un nouvel édifice est sorti de terre, l'hôtel Palladium City, situé dans la commune de Ratoma, à Amdalay Komandaya plus précisément. C'est un établissement qui ne manque pas de charme pour attirer de la clientèle en quête de confort. Idrissa Barry Aboubakar Din Kamara était ce week-end présent lors de l'inauguration de cet édifice hôtelier. Idrissa Barry commente les images d'Aboubakar Din Kamara. Le Palladium City est un établissement hôtelier d'un immeuble 3 niveaux composé de 15 chambres, d'une salle de réception, d'un restaurant et d'un parking. Dans les chambres, on y trouve un lit double, une salle de bain, un climatiseur et un écran plasma, de quoi offrir le confort à ses clients. En plus, chaque chambre dispose d'une connexion Internet. Tous ces dispositifs et l'expérience du personnel contribueront à la satisfaction des besoins et désirs des clients. Nous vous invitons tous à nous accompagner pour faire de cet édifice un succès sans précédent. Une réussite totale, en un mot, une référence hôtelière sur l'espace national, régional et international. Après une visite des différents compartiments de cet hôtel, les invités ont salué l'initiative de son fondateur. Ils ont aussi invité à la multiplication de telles actions en Guinée. J'encourage beaucoup et pour ce élan-là, j'encourage tout le monde aussi d'emboîter le pas de M. Haba pour que vraiment une telle chose s'agrandisse dans notre pays. Pour les responsables en charge du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, l'ouverture de cet hôtel, en plus de la création de l'emploi pour les jeunes, participe aussi à la promotion de la destination Guinée à travers le tourisme. Si de telles initiatives sont toujours là, nous ne pouvons que les encourager et les inviter à multiplier le nombre d'hôtels pour pouvoir vraiment diminuer le chômage que nous avons sous la main présentement. Très accessible, l'hôtel Palladium City est situé à Amdalay Komandaya. De tous ceux qui ont vaillamment défendu le tricolore national, il est sûrement celui qui a marqué les amoureux du Curon par sa technicité, ses dribbles endiablés et sa lecture du jeu. Pascal Fenduno, c'est de lui qu'il s'agit. L'ancienne star du Sili national participait à un match commémoratif organisé par les Black Stars, association d'anciens joueurs africains du côté de l'Hexagone. Il n'a pas échappé à l'objectif de Karim Baldé qui l'a interviewé afin de savoir où il en était dans sa quête d'un ultime défi sportif. C'est dans ce stade champêtre ici à Albert, 150 km au nord de Paris, que nous avons retrouvé Pascal Fenduno. L'ancienne gloire du Sili national est venu disputer ici même un match caritatif pour les Black Stars, cette association d'anciens joueurs, d'anciennes gloires du football africain. Alors forcément, si nous sommes là, c'est pour lui demander son avenir. Va-t-il songer à arrêter sa carrière professionnelle à l'âge de 36 ans? Quels sont ses projets pour l'avenir? Écoutez-le en exclusivité à notre micro. Bon, je cherche toujours, mais bon, je ne suis pas trop pressé. C'est vrai que bon, j'ai fait des matchs amicaux avec Black Star, avec les anciens Verts, et je joue au soccer aussi. Donc déjà, ça me permet d'être en forme, d'être voilà, en activité, quoi, doucement. Mais jusqu'à quand? Parce qu'on sent que vous repoussez un peu les choses. À un moment donné, bon après je vais arrêter de chercher. Bon voilà, il faudra faire un truc, un boulot avec la sélection ou dans un club, être superviseur ou au moins faire quelque chose quoi. Mais bon, je resterai quand même dans le foot. Après, je connais que ça. Toujours aussi souriant, toujours aussi blagueur, l'ancien joueur de Bordeaux ou encore de Saint-Etienne n'a pas dit stop tout à fait au football. En attendant, il dispute ses matchs amicaux, ses matchs caritatifs et il tente de garder la forme également, même si à 36 ans, on voit mal comment Pascal Fenduno pourrait retrouver un jour un club professionnel. Karim Baldé, avec lui de Croix, à Albert dans la Somme pour Espace TV. L'actualité toujours hors du continent, dans l'Hexagone, Emmanuel Macron a accueilli le président sud-coréen sur le perron de l'Élysée. Cette rencontre intervient dans un contexte diplomatique renouvelé par l'exceptionnelle détente entre les deux Corées après plusieurs années de tensions provoquées par les programmes nucléaires et balistiques de Pyongyang.
À quelques mois à peine du Brexit et de la tenue d'un sommet important le 17 octobre, une grande incertitude plane encore sur les relations commerciales futures de la Grande-Bretagne avec ses voisins les plus proches. Dans les ports du Royaume-Uni, les résidents et les entreprises se préparent du mieux qu'ils peuvent, espérant pouvoir profiter de nouvelles opportunités. New Haven, sur la côte sud de l'Angleterre. Le premier ferry de France arrive au port. Et chez June Bradbury, on prépare le petit déjeuner pour les invités. Une famille allemande venue d'outre-Manche. Elle loue sa chambre d'amis sur Airbnb depuis 2016. Sa réponse à elle, à la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. C'est devenu une merveilleuse porte ouverte sur l'Europe. Et ça ressemblait beaucoup à un antidote. Et c'est comme ça que je l'ai pris. Je disais aux gens, c'est mon antidote au Brexit. Dans les villes côtières d'outre-Manche, beaucoup se demandent quelles seront les conséquences du Brexit sur leur lien avec le vieux continent. Holyhead, au Pays de Galles, est le port britannique le plus proche de Dublin. Les camions qui arrivent d'Irlande préfèrent souvent prendre la route à travers l'Angleterre pour rejoindre la France plutôt que prendre la mer, plus long. Mais une nouvelle route maritime directe, reliant Dublin au continent, est à l'étude, au cas où le Brexit compliquerait la circulation des marchandises via le Royaume-Uni. Le port d'Holyhead perdrait son utilité, mettant en péril des centaines d'emplois. Nous n'avons aucune information. On ne sait pas ce qui va se passer quand on ira à Douvres. On ne sait pas quand on va en France ce qui se passera à notre retour au Royaume-Uni. Même ici, quand on vient chercher le remorque au port, nous n'avons aucune idée de quelle sera la procédure à suivre. Mêmes inquiétudes à Douvres, premier port de la Manche. Le conseil municipal a conclu que si les nouveaux contrôles douaniers retardaient ne serait-ce que quelques minutes chaque camion, les bouchons de milliers de camions s'étendraient sur des kilomètres. Mais la situation peut être propice pour d'autres. À Immingham, au centre-est de l'Angleterre, le Brexit pourrait profiter à son petit port. Nous sommes très optimistes quant à l'avenir. S'il y a des retards supplémentaires, à la douane, cela posera des problèmes, en particulier pour les ports du sud-est comme Douvres, où l'espace terrestre est très restreint. Et cela entraînera des files d'attente supplémentaires pour leur trafic. Ici, nous avons de la place pour mieux gérer l'espace afin d'éviter les files d'attente. Les villes portuaires britanniques espèrent y voir plus clair rapidement, mais les négociations entre Londres et Bruxelles n'ont pas encore abouti à un accord. Le 16 octobre 2017, la journaliste d'investigation et blogueuse maltaise Daphne Caruana Galizia mourait dans un attentat à la voiture piégée à quelques mètres de chez elle, soulevant l'indignation de la communauté internationale. Un an après, les commanditaires de ce meurtre courent toujours. Tania vient tous les mois fleurir le mémorial dédié à Daphne Caruana Galizia, une journaliste d'investigation maltaise tuée dans un attentat à la voiture piégée le 16 octobre 2017. Aujourd'hui, elle n'a qu'un mot à la bouche, justice. Les 3 suspects sont certes sous les verrous et leur procès devrait bientôt commencer, mais le commanditaire, lui, n'a toujours pas été identifié. Si la personne qui est responsable de cet acte est identifiée, alors peut-être que nous arriverons à être en paix, car nous verrons que la justice a fonctionné. Trafic d'essence, Panama Papers, corruption, blanchiment d'argent, Daphne enquêtait sur tous les sujets qui fâchent, et notamment au plus haut niveau de l'État maltais. Manuel Delia, blogueur et ami de Daphne, continue le combat, malgré les menaces et les accusations de trahison. La démocratie est en panne ici. L'état de droit ne prévaut pas. Les institutions sont totalement cooptées et elles appartiennent au gouvernement. Et le gouvernement est aux mains de gens qui n'ont que le pouvoir et le profit en tête. L'enquête aurait révélé des liens entre l'un des suspects et le ministre maltais de l'économie, qui nie toute implication. L'opposition, elle, a décidé de monter au créneau. Nous n'avons pas juste perdu Daphne, nous avons perdu une journaliste d'investigation, nous avons perdu une voix qui était tellement importante pour notre démocratie. Si Daphne n'est plus, ses enquêtes, elles, sont bien vivantes. Un groupe composé de 18 médias du monde entier a décidé de poursuivre le travail de la journaliste sous le nom de Projet Daphne, et la mobilisation ne s'est pas arrêtée là.
Il y a un groupe de femmes qui s'est créé sous le nom de Occupy Justice. Ce sont des femmes très déterminées, pas des idiotes, qui ont eu le courage de dire au Premier ministre qu'elles n'avaient pas peur de le dénoncer. C'est sans précédent. Elles ont puisé leur courage en Daphné. La famille de la journaliste a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante pour établir si sa mort aurait pu être évitée. Une requête que le gouvernement maltais n'a toujours pas acceptée à ce jour. Voilà donc, c'est seulement qui met fin à cette édition d'information que j'ai eu un agréable plaisir de vous présenter. À la caméra était présent Alucène Abora Kamara, à la régie Mafata Sagno, Lamine Sidibé et Nalaï Sidibé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Colli. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur espace-tv-guinée.info parce qu'un agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.